Bonjour, je reçois ce matin sur le plateau de l'Opinion Franz Hivelin, président fondateur de la compagnie. Alors la compagnie, c'est la dernière née des compagnies aériennes françaises. Bonjour Franz Hivelin. Bonjour. Juste une petite question d'information, d'info. On est dans un conflit aérien, Air France, ça ne vous concerne pas directement, mais est-ce que ça impacte quand même sur l'image de la France, des compagnies aériennes dans le monde? Alors, comme vous le dites justement, ça ne concerne en rien la compagnie que je préside, la compagnie, et d'ailleurs toutes les autres compagnies aériennes françaises, régulières ou non, qui opèrent, à l'exception d'Air France. Et encore, quand on parle d'Air France, on parle d'Air France principale, c'est-à-dire pas les filiales, pas les opérateurs régionaux, filiales du groupe Air France qui opèrent également normalement. Donc au final, ça ne concerne qu'une partie du transport aérien français, certes conséquent, puisque Air France a l'importance que vous savez dans le paysage aérien français. Pour répondre à votre question, double. La première, c'est que oui, bien sûr, c'est perçu à l'étranger comme la France est encore en grève. Clairement, on a eu des remarques de la part de passagers américains encore hier. Et est-ce qu'on récupère a fortiori des clients parce qu'ils ne peuvent pas voler sur le concurrent? Alors, il y a évidemment un schéma qui fait que les passagers s'auto-reprotègent sur d'autres compagnies aériennes, dont la compagnie, bien sûr, mais également d'autres acteurs étrangers, notamment United, pour ne pas les citer, qui opèrent sur cette route, American, British Airways à travers sa filiale Open Skies. Et puis, bien évidemment, c'est la même chose sur d'autres routes. Donc, oui, il y a un phénomène de mouvement qui s'opère. On l'a vu d'ailleurs cette semaine. C'est de l'ordre de quelques points de remplissage. C'est pas non plus. Alors vous, la compagnie, dernière née des compagnies aériennes françaises, vous êtes lancé en juillet dernier, je crois? Alors, on a démarré en juillet dernier, après une levée de fonds qui a été opérée et finalisée en octobre 2013. Le pari, c'est quoi? Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Le pari est en fin de compte assez simple. Vous voyagez, vous-même, vos auditeurs, vos lecteurs, voyagent aujourd'hui en prenant l'avion pour aller soit faire du court moyen courrier, soit faire du long courrier. En faisant du long courrier, on s'aperçoit d'une chose. Aujourd'hui, soit vous payez très cher un service souvent plutôt de qualité, soit vous payez beaucoup moins cher un service où là, le confort est quand même bien moindre. Ça s'appelle la classe économie. Donc, le but même de la compagnie, c'est tout simplement d'être en mesure de vous proposer de la classe affaires à un prix extrêmement serré et, je dirais, de résoudre ainsi l'équation en vous permettant d'avoir accès à un niveau de confort élevé, donc une vraie classe affaires, mais à un prix extrêmement contenu qui est l'ordre de 2 à 3 fois moins cher que ce que proposent aujourd'hui les autres compagnies. Ça vous choque si on dit donc que vous êtes une compagnie business low cost? C'est ça? Pas du tout, je pense que c'est effectivement une très bonne définition. Donc vos avions font quelle ligne et font quelle... Enfin, c'est 100% business à l'intérieur? Alors, c'est 100% classe affaires. Nous volons avec des appareils de type Boeing B757, 200, équipés de moteurs Rolls-Royce pour les spécialistes. Et ceux-ci sont reconfigurés avec 74 sièges à bord. C'est-à-dire que nous avons 74 sièges lits à bord pour un avion qui est prévu et certifié d'ailleurs pour jusqu'à 230 passagers. Donc, vous avez de la place à bord. Et effectivement, nous ne faisons que ça. Nous n'avons pas de première, nous n'avons pas de classe économie, nous n'avons que de la classe affaires. Le segment, je crois que c'est sur Paris-New York uniquement pour le moment. On a démarré sur Paris-New York. C'est très concurrentiel? On a démarré donc sur Paris-New York. On reçoit notre deuxième appareil dans quelques semaines. Et ce que je peux vous dire sur la route Paris-New York en particulier, mais d'une manière générale sur l'axe transatlantique, vous avez aujourd'hui 3 grandes alliances qui existent de par le monde dans le transport aérien. Vous avez One World, vous avez SkyTeam, dont Air France est un des membres fondateurs, un des piliers, et vous avez Star Alliance. Les 3 grandes alliances se partagent, alors, suivant les analyses qui varient d'un journal à l'autre, mais à peu de choses près, elles se partagent un peu plus de 85% de ce marché de l'Atlantique Nord. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, je crois, ce qui s'est passé dans la téléphonie mobile quand vous aviez 3 opérateurs et qu'un 4e est arrivé. Bon, voilà, on essaye à notre très humble niveau d'être le trublion de la classe affaires, d'innover, et on démontre quotidiennement, depuis le mois de juillet, vous l'avez rappelé, que l'on peut innover dans ce business du transport aérien. Si j'osais un parallèle, aujourd'hui, on parle évidemment beaucoup du court moyen courrier, d'Air France et de ce qui se passe en Europe dans le transport aérien en particulier. Je voudrais simplement rappeler une chose à vos lecteurs. Il y a une quinzaine d'années, tout le monde trouvait quelque part normal de payer 1200 francs à l'époque,
arrondissons à 200 € son aller-retour Paris-Nice, avec les tarifs bleu-blanc-rouge et le palais breton d'une marque de confiserie qu'on ne citera pas. Je crois que depuis, il y a eu EasyJet, il y a eu une révolution. Eh bien, on essaye à notre niveau, sur le long courrier et en classe affaires, d'effectuer une révolution similaire. Et effectivement, comme vous le dites très justement, de démocratiser cette classe affaires qui aujourd'hui coûte bien trop cher, que ce soit pour les individuels ou pour les entreprises. Vos gammes de tarifs, par exemple? On commence en ce moment à 1 200 € l'aller-retour, TTC, en classe affaires entre Paris et New York. Et la clientèle, des businessmen, des hommes d'affaires? Alors, il est encore un peu tôt pour vous donner des pourcentages, puisque comme vous le rappeliez, justement, on a démarré à voler, on a démarré nos opérations au mois de juillet dernier, donc c'est encore très, très récent. Mais globalement, c'est assez bien réparti. Vous avez une partie de clientèle qui est vraiment private individual, une partie corporate, des PME, des PMI, mais aussi quelques grands groupes. On a déjà des grands groupes qui nous ont déjà essayé, si vous voulez. Donc ça va également dans le bon sens. C'est une très bonne partie de clientèle pour nous à terme. Et d'autres destinations, parce qu'il y a... Vous n'en êtes bien sûr pas là, mais est-ce que d'aller sur les pays du Golfe ou même sur ce qu'on appelle les BRIC, les pays émergents en pleine croissance, donc en plein business model, est-ce que pour vous c'est l'avenir? Alors, je pense que l'avenir, il va passer par plusieurs choses. Une première phase de consolidation sur l'axe transatlantique. Et clairement, comme je vous l'ai dit, nous recevons notre deuxième appareil dans quelques semaines. On doit d'ailleurs décider avec nos actionnaires quelle va en être l'utilisation principale. On a plusieurs options. Ouvrir une autre route au départ de l'Europe, augmenter nos fréquences actuelles entre Paris et New York. Et c'était également un sujet que l'on regarde avec le plus grand intérêt. En ce qui concerne d'autres régions du monde que vous avez citées, je pense qu'il faut être très prudent. On parle beaucoup des BRIC, notamment, et de la Chine en particulier, mais également d'autres régions du monde qui sont extrêmement dynamiques, où le taux de croissance et de demande en matière de transport aérien est impressionnant, bien plus élevé qu'ailleurs. En même temps, on part d'un niveau qui est beaucoup plus bas. Donc avant d'atteindre un seuil qui permette à un produit comme le nôtre d'avoir vraiment un accueil favorable, d'avoir un sens, je pense qu'il faut peut-être encore attendre un peu. Mais clairement, oui, ce sont des routes et des pays que l'on regarde avec la plus grande attention, à l'exception peut-être des pays du Golfe où pour l'instant nous n'avons pas de projet. Quand on lance une compagnie aérienne comme vous l'avez fait, alors vous aviez déjà eu une précédente aventure. Aujourd'hui, dans cette France qui a du mal à investir, lever des capitaux, comment germe l'idée? On y va en entrepreneur? Comment ça? Je pense qu'il faut, si vous me passez l'expression, il faut enfoncer les portes. Il faut enfoncer les portes. La compagnie démontre, je pense que l'on peut encore innover, entreprendre en France. Nous avons levé une trentaine de millions d'euros l'année dernière. Je crois que nous avons été la deuxième levée de fonds en volume de l'année 2013. C'est une très belle réussite. On le doit bien sûr au soutien de nos actionnaires, mais peut-être un peu aussi à la persévérance à la fois du chef d'entreprise que je suis, mais surtout de l'équipe qui m'accompagne, qui sont tous des hommes et des femmes passionnés de transport aérien. Tous nos personnels sont par exemple employés en France, sous contrat de travail de droit français. Bien sûr qu'on peut entreprendre en France, bien sûr qu'on peut faire des choses extrêmement intéressantes. C'est vrai dans le transport aérien puisqu'on le démontre tous les jours depuis quelques mois maintenant, mais c'est vrai dans d'autres domaines, j'en suis convaincu. Je pense qu'en revanche, au-delà du dynamisme et de la confiance que peuvent vous témoigner certains investisseurs, dans notre cas c'est principalement du family office, du private equity, nous n'avons pas de dette. Je pense que à contrario, certaines institutions gouvernementales sont parfois absentes de l'équation et les banques clairement ne font pas, de mon point de vue en tout cas, leur travail d'accompagnement et de soutien aux entreprises, en particulier aux jeunes entreprises. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre accueil.